Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui vous allez découvrir l'histoire de comment un artefact gelé, découvert au cœur d'un conflit, a déchiré une unité et menacé l'humanité, les forçant à un choix impossible. Au fait, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous venez. Nous sommes très curieux de le savoir. Maintenant, installez-vous confortablement et bonne écoute. Au cœur d'un conflit gelé, une unité de reconnaissance est envoyée derrière les lignes ennemies pour récupérer un artefact d'origine inconnue, censé détenir un pouvoir dévastateur. Alors que le blizzard les enveloppe, ils découvrent que l'artefact n'est pas ce qu'ils croyaient et que leur mission les a plongés au cœur d'un secret qui pourrait changer le cours de la guerre et de l'humanité. Pris au piège entre deux feux, ils doivent s'en faire un choix impossible: détruire l'objet ou le livrer à un monde qui n'est pas prêt. Le souffle du blizzard s'infiltre sous la cagoule, un rappel constant de l'isolement. Chaque inspiration est une brûlure, chaque expiration, une traînée de buée qui se perd instantanément dans la fureur blanche. Le froid n'est pas seulement une sensation, c'est une entité palpable, un adversaire silencieux qui teste les limites de chaque homme et femme de l'unité. Il sculpte le paysage en fantôme de glace, transforme chaque pas en un défi douloureux et murmure des promesses de défaite à ceux qui osent l'affronter. C'est dans cet enfer blanc, où la visibilité se réduisait parfois à quelques mètres et où le silence n'était brisé que par le hurlement du vent, que l'unité de reconnaissance Ombre a été parachutée, loin derrière les lignes ennemies, avec une mission dont la nature exacte restait voilée par le secret et l'urgence. Le commandant, dont le nom de code était Aigle, avait les yeux rivés sur la carte holographique, ses doigts gantés traçant les contours d'un territoire hostile. Chaque ligne, chaque courbe représentait un danger potentiel, un piège que le terrain ou l'ennemi pouvait tendre. Autour de lui, les visages burinés de ses hommes et de Léa Moreau, leur spécialiste en communication et navigation, reflétaient une fatigue profonde, mais aussi une détermination inébranlable. Léa, malgré la rudesse des conditions, maintenait le cap avec une précision impressionnante, ses instruments luttant contre les interférences magnétiques et le gel. Elle avait une capacité presque surnaturelle à lire le terrain, même sous ce voile blanc, une compétence acquise au fil d'années de déploiement dans des environnements extrêmes. Pour elle, chaque mission était un défi intellectuel, une partition complexe à déchiffrer. Roch Dubois, le sergent, vérifiait une dernière fois l'équipement, son regard scrutant l'horizon ou ce qu'il en restait sous la tempête. Son expérience était une ancre pour l'unité, une présence rassurante dans le chaos. Le brief avait été concis, presque brutal. Récupérer un artefact d'origine inconnue, potentiellement dévastateur, localisé dans un complexe ennemi abandonné. Aucune glorification, juste les faits bruts d'une mission à Sata au risque où l'échec n'était pas une option. Antoine, la jeune recrue, serrait son fusil, le regard perdu dans le vide, tentant d'assimiler la réalité de ce qu'on attendait de lui. Il n'avait jamais connu un froid pareil, même pendant les entraînements les plus rigoureux. Le vent hurlait, une lamentation constante qui rendait toute communication difficile, même à quelques mètres de distance. Le silence assourdissant, brisé uniquement par le craquement de la neige sous les bottes, était une forme de torture à part entière. Chaque pas était calculé, chaque mouvement mesuré, car la moindre erreur pouvait être fatale non seulement pour soi, mais pour toute l'équipe. Antoine se remémorait les paroles de son père, un ancien combattant. La peur est naturelle, mais la discipline est ta meilleure amie. Il s'accrochait à cette pensée comme à une bouée de sauvetage. La progression était lente, exténuante, chaque kilomètre parcouru semblant en valoir 10. Le terrain accidenté, couvert d'une neige profonde et traîtresse, exigeait une vigilance constante. Des congères inattendus pouvaient engloutir un homme, des crevasses invisibles sous la poudreuse menaçaient à chaque pas. Les rafales de vent charrièrent des cristaux de glace qui fouettèrent les visages, réduisant la visibilité à quelques mètres par intermittence, transformant le monde en un tableau abstrait de blanc et de gris. Le commandant Aigle savait qu'il pouvait compter sur Léa et Roch, des piliers de son équipe, dont l'expérience en milieu extrême était inestimable. Roch avait vu des hivers pires, des missions plus désespérées, et ses cicatrices racontaient l'histoire de ses épreuves. Il racontait parfois, d'une voix rauque, des anecdotes sur les techniques de survie en milieu extrême, sur la façon dont le froid pouvait vous voler votre âme avant même de vous geler le corps. Ces récits, souvent macabres, servaient de rappel constant de la vigilance à observer, mais aussi de ciment pour la cohésion de l'unité. Antoine, lui, essayait de ne pas penser à la chaleur de sa maison, à l'odeur du café le matin, à la douceur d'un lit. Il se concentrait sur le pas régulier de Roch devant lui, sur le rythme de sa propre respiration
essayant de calquer sa cadence sur celle du sergent. Il avait été briefé sur la discipline et la coordination des unités de reconnaissance, mais la théorie était bien différente de la réalité du terrain. Ici, chaque détail comptait. Chaque membre de l'équipe était un maillon essentiel, une partie indivisible d'un tout. Les risques inhérents aux missions derrière les lignes ennemies étaient palpables à chaque instant. La peur était une compagne constante, sourde et lancinante, mais elle était aussi un moteur, aiguisant les sens, rendant chaque perception plus vive. La radio grésillait, un bref message codé confirmant leur position, mais l'information était tachée, difficile à déchiffrer, comme si l'environnement lui-même cherchait à les isoler du monde. Léa ajustait constamment son équipement, ses doigts engourdis par le froid, tentant de capter un signal plus clair, de percer le voile de l'isolement. Le commandant Aigle avait compris que leur solitude était plus profonde que prévu. L'ennemi pouvait être n'importe où, invisible dans cette tempête de neige, un fantôme parmi les fantômes. Un mouvement suspect à la lisière d'une forêt, à peine perceptible à travers le voile blanc, déclencha l'alerte. Les hommes se mirent en position, leurs armes prêtes, le cœur battant à tout rompre, le souffle court. Fausse alerte. Juste le vent, qui jouait avec les branches dénudées, créant des illusions d'optique dans le tourbillon de neige. Mais la tension était montée d'un cran. Ils savaient quand ce que leur approche était délicate, que la moindre détection pouvait compromettre la mission et leur vie. Les protocoles de sécurité pour la manipulation d'objets inconnus avaient été répétés maintes fois, mais l'inconnu restait l'inconnu. Comment réagir face à un pouvoir potentiellement dévastateur ? Le commandant sentait le poids de cette responsabilité, le destin de son équipe, peut-être même plus, reposant sur ses épaules. Il se souvenait d'une discussion avec son supérieur où l'artefact avait été décrit comme un catalyseur, capable de modifier le cours d'un conflit. Mais les détails étaient restés flous, comme si la nature même de l'objet défiait la description, échappant à toute tentative de classification. Rock, le sergent, avait un sixième sens pour le danger, une intuition forgée par des années de service. Il s'arrêta brusquement, levant une main gantée, son corps se tendant comme un ressort. Ses yeux, à peine visibles derrière le givre, scrutaient l'obscurité grandissante. Un silence plus profond encore que celui de la tempête s'était installé, un silence lourd de menaces. Puis un craquement, distinct, non pas celui de la neige sous leurs bottes, mais celui d'une branche brisée. Quelque chose ou quelqu'un était passé par là récemment. L'unité s'immobilisa, les sens en alerte maximale, chaque muscle tendu, chaque souffle retenu. Le froid semblait se faire plus intense, comme si l'air lui-même retenait son souffle en prévision de l'inévitable. Léa pointa son scanner portable vers l'endroit indiqué par Rock. Une signature thermique faible, mais présente. Humaine. Ennemie. La confirmation était glaciale, un coup de poignard dans l'estomac. Il n'était même plus seul. L'infiltration en territoire ennemi était devenue une course contre la montre. Chaque minute comptait, chaque pas les rapprochait de leur objectif, mais aussi du danger imminent. Antoine, le jeune soldat, sentit une montée d'adrénaline, mélange de peur et d'excitation. C'était ça, la guerre. Pas les récits héroïques qu'on lui avait racontés, mais le froid, la peur, l'incertitude et la camaraderie silencieuse. Le commandant Aigle donna l'ordre de contourner, d'éviter le contact. Leur mission n'était pas de combattre, mais de récupérer. Mais ils savaient que la rencontre était inévitable, que le destin les poussait vers une confrontation. La silhouette indistincte d'un bâtiment à travers la tempête, la cible est proche. C'était une ancienne station de recherche, oubliée par le temps et les cartes, maintenant réactivée par l'ennemi. Les rumeurs parlaient là d'expériences étranges, de découvertes qui dépassaient l'entendement, des murmures qui résonnaient dans les couloirs du renseignement. C'était là, dans ce lieu isolé, que l'artefact attendait. Le commandant se rappela les mots de son supérieur. « Ce que vous y trouverez pourrait changer la guerre ou la détruire. » Une perspective qui pesait lourdement sur ses épaules, un fardeau qu'il portait seul. Les heures s'étiraient, transformées en une éternité glaciale. Le moral de l'unité, bien que solide, était mis à rude épreuve par la privation de sommeil et l'épuisement. Les rations froides étaient avalées sans plaisir, juste pour maintenir l'énergie vitale, chaque bouchée un acte de survie. Le sommeil était un luxe rare, fragmenté par les veilles et le froid mordant, peuplé de cauchemars glacés. Rock, avec son expérience, savait comment maintenir la cohésion de l'unité. Une blague lancée à voix basse, un regard entendu suffisaient parfois à briser la tension, à rappeler à chacun qu'il n'était pas seul. Léa, elle, restait concentrée sur ses instruments, son visage éclairé par la lueur bleutée de son écran, ses yeux fatigués mais vifs.
Elle était le cerveau de l'opération, les yeux et les oreilles de l'unité dans cet environnement hostile, sa boussole morale. Antoine, malgré sa peur initiale, commençait à trouver son rythme, à s'intégrer au corps de l'unité. Il apprenait à faire confiance à ses camarades, à lire les signes subtils de leur communication non verbale, à anticiper leurs mouvements. Il comprenait l'importance de chaque geste, de chaque silence, de chaque regard. La vie militaire, telle qu'il la découvrait, était un mélange complexe de discipline, de dévouement et d'une camaraderie forgée dans l'adversité, une fraternité silencieuse. Le commandant Aigle repensa à son propre parcours, aux missions passées, aux visages de ceux qu'il avait perdus, aux décisions impossibles qu'il avait dû prendre. Chaque mission était une leçon, chaque perte, une cicatrice indélébile. Il ne glorifiait pas la guerre, il en connaissait le coût humain, le prix exorbitant payé en vies et en âmes, et ce coût, il le voyait dans les yeux de ces hommes, dans leur détermination silencieuse, dans leur résilience face à l'horreur. L'artefact, cet objet mystérieux, était devenu le centre de toutes leurs pensées, une obsession silencieuse. Qu'était-il? Pourquoi était-il si important? Les spéculations allaient en bon train, mais personne n'avait de réponse concrète. Le brouillard de l'inconnu enveloppait leur objectif, rendant la mission encore plus périlleuse, plus incertaine. Ils étaient en des éclaireurs dans un monde d'ombre, des porteurs de lumière dans l'obscurité la plus profonde. Et leur lumière, ils devaient la pour la garder allumée, coûte que coûte, pour trouver la vérité cachée au cœur de ce blizzard. À l'approche du complexe, le vent sembla redoubler de fureur, comme pour les avertir d'un danger imminent, d'un seuil à ne pas franchir. Le bâtiment, une masse sombre et menaçante, se dressait devant eux, à peine visible à travers le rideau de neige, ses contours indistincts se fondant dans le ciel gris. Il était là, la cible de leur mission, l'objet de tant de spéculations, la promesse d'une découverte qui pourrait tout changer. L'unité se mit en position, les armes levées, le cœur battant la chamade, le sang pulsant dans leurs tempes. Le froid mordait, mais l'adrénaline masquait la douleur, transformant l'inconfort en une concentration aiguë. Le commandant Aigle donna le signal, un geste de la main à peine perceptible dans la tourmente. C'était le moment. L'infiltration allait commencer. Le silence qui suivit fut lourd de promesses et de menaces, un silence que seule la mort pouvait rompre. La première phase de l'infiltration se déroula comme un ballet macabre, une chorégraphie mortelle exécutée avec une précision chirurgicale. Chaque mouvement était précis, chaque position sécurisée, chaque ombre exploitée. Léa neutralisa les systèmes de surveillance avec une efficacité redoutable, ses doigts dansant sur son clavier, tandis que Rock et ses hommes sécurisaient les points d'entrée, leurs regards perçants scrutant chaque recoin. Antoine, étonnamment calme, couvrait l'arrière, son regard balayant les ombres, son fusil prêt à cracher le feu à la moindre menace. Ils étaient à l'intérieur, dans les entrailles de la bête, une structure de béton et d'acier rongée par le temps et la guerre. L'air était lourd, imprégné d'une odeur métallique et d'une étrange résonance, un bourdonnement subtil qui semblait vibrer dans leur os. Le complexe était plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé, un labyrinthe de couloirs sombres et de pièces silencieuses où chaque pas résonnait étrangement. Chaque porte pouvait cacher un piège, chaque recoin un ennemi embusqué. Ils avançaient avec prudence, leurs lampes tactiques perçant l'obscurité épaisse, révélant des équipements abandonnés, des traces de vie récentes, des éclats de verre et de métal tordus. L'artefact était proche, il le sentait Une vibration subtile, une étrangeté dans l'air, trahissait sa présence, comme un aimant invisible les attirant vers lui. Les protocoles de sécurité pour la manipulation d'objets inconnus revenaient en mémoire. Un mantra répété à l'entraînement. Mais le terrain était la seule réalité, et l'inconnu, leur seul guide. Le commandant Aigle sentait la tension monter, non seulement de l'environnement oppressant, mais aussi de ses propres hommes, une curiosité mêlée à l'appréhension. Ils étaient sur le point de découvrir ce qui avait coûté tant d'efforts et de sacrifices, ce qui avait justifié leur présence dans cet enfer glacé. L'unité se rapproche de la zone cible avec la certitude que ce qu'ils vont trouver est bien plus qu'un simple objet de guerre. La découverte est imminente. Le souffle du blizzard, bien qu'atténué par les murs épais du complexe, continuait de murmurer, comme un avertissement lointain, une prophétie glaciale. Ils étaient sur le point de franchir un seuil, de pénétrer un secret qui pourrait changer le cours de la guerre et de l'humanité à jamais. Le poids de l'artefact dans les mains, étrangement froid et pourtant si puissant. C'était la première chose que le commandant avait ressentie. Pas la matière, pas la forme, mais cette sensation de froid intense, presque surnaturelle, qui semblait absorber la chaleur de son gant,
malgré l'épaisseur du tissu isolant et la fine couche de givre qui s'y était déjà formée. Autour de lui, le silence était revenu, lourd, oppressant, brisé seulement par le sifflement lancinant du vent qui s'engouffrait dans les brèches béantes du bunker éventré. L'odeur métallique du sang mêlée à celle de la poudre, une signature olfactive du danger et de la mort, persistait dans l'air vicié, rappelant le combat acharné qui venait de précéder cette découverte et le prix payé pour y parvenir. L'unité, ou ce qu'il en restait, était de regrouper dans la salle principale, un ancien centre de commandement souterrain dont les murs de béton armé avaient miraculeusement résisté aux bombardements les plus intenses. Des consoles éventrées crachaient des étincelles sporadiquement, projetant des ombres dansantes qui éclairaient par intermittence les visages tendus et marqués par la fatigue des soldats. Léa, le caporal Moreau, s'affairait autour de l'artefact, posé avec une précaution quasi religieuse sur une table de fortune faite de débris métalliques tordus. Ses doigts agiles, malgré le froid mordant qui engourdissait les extrémités, manipulèrent un scanner portatif, son front plissé par une concentration intense, presque douloureuse. Ses lunettes, souvent embuées parallèlement par la chaleur de sa respiration, reflétaient la lueur pâle de l'écran. À ses côtés, le sergent Dubois, Rock comme on l'appelait pour sa solidité inébranlable, montait la garde, son fusil d'assaut pointé vers l'entrée éventrée, ses yeux balayant l'obscurité avec une vigilance inébranlable, chaque nerf à vif. Antoine, le jeune soldat, était recroquevillé dans un coin, tentant désespérément de reprendre son souffle après l'assaut, ses mains tremblantes autour d'une ration de survie à peine entamée. La perte de leur camarade, le soldat Fournier, quelques minutes plus tôt, pesait sur chacun d'eux, une ombre froide et persistante qui s'accrochait à leurs âmes, un rappel brutal de la fragilité de leur existence. « Commandant, les lectures sont étranges, commença Léa, sa voix tendue, à peine audible au-dessus du vent. Je n'ai jamais rien vu de tel. Le matériau ne correspond à aucune composition connue de notre base de données. Il semble émettre une sorte d'énergie, mais pas dans le spectre électromagnétique habituel. C'est autre chose. » Le commandant s'approcha lentement, son regard scrutant l'objet avec une intensité croissante. Il était de forme ovoïde, d'un noir mat absolu, sans aucune aspérité ou jointure visible, d'une taille qui tenait parfaitement dans les deux mains, comme s'il avait été conçu pour cela. Sa surface semblait absorber la lumière ambiante, créant une illusion de vide autour d'elle, une absence troublante. Un son grave et pulsatile émanait de l'objet, presque imperceptible à l'oreille, mais qui résonnait directement dans les os, une vibration sourde et constante qui donnait la nausée, une sensation de déséquilibre profond. Autre chose, Moreau ? Soyez plus précise, nous n'avons pas le luxe de l'ambiguïté. Léa leva les yeux, ses lunettes à nouveau embuées par la vapeur de son souffle. Il y a des fluctuations, commandant, des pics d'énergie qui ne suivent aucune logique connue, aucune courbe prévisible. Et il y a ces symboles. Elle pointa du doigt une série de gravures fines, presque invisibles à l'œil nu, sans une lumière directe, qui serpentaient sur la surface de l'artefact avec une élégance déconcertante. Des motifs géométriques complexes, d'une symétrie parfaite et d'une précision inhumaine, qui ne ressemblaient à aucune écriture ou symbologie humaine connue, ni ancienne ni moderne. Ils ne sont pas gravés, commandant. Ils semblent faire partie intégrante de la structure de l'objet, comme s'ils étaient un point né avec lui, inscrits dans sa matière même. Rock, qui avait écouté attentivement, le fusil toujours pointé, intervint avec son cynisme habituel, mais une pointe d'inquiétude trahissait sa façade de vétéran blasé. « C'est ça notre arme secrète ? Un caillou bizarre qui fait de la musique et des dessins ? On a traversé l'enfer pour ça ?» Le commandant ne répondit pas, son regard fixé sur l'artefact, le poids de la mission et des vivants perdus pesant sur ses épaules. Il se souvenait de la formation sur les objets non identifiés, des théories saufumeuses et des protocoles d'isolement qui semblaient si abstraits à l'époque. Tout cela semblait dérisoire, risible même face à cette réalité tangible et inexplicable. Il y avait eu des rumeurs, bien sûr, des histoires murmurées dans les cantines sur des découvertes étranges, des projets classifiés et des zones interdites. Mais personne n'avait jamais imaginé quelque chose comme ça, quelque chose d'aussi fondamentalement étranger. Essayez de le déconnecter, Moreau, ou de le mettre hors tension. Nous devons comprendre son fonctionnement. Léa secoua la tête, ses cheveux collés à son front moite. Il n'y a pas de source d'alimentation visible, commandant. Pas de câble, pas de batterie, pas de point de connexion. C'est comme s'il générait sa propre énergie, de manière autonome, et chaque tentative d'interférence semble le rendre plus actif.
Elle montra un graphique sur son scanner, des lignes rouges et bleues dansant frénétiquement, leurs pics s'intensifiant à chaque tentative de manipulation. Soudain, une secousse violente ébranla le bunker, plus forte que les précédentes. Des débris tombèrent du plafond dans un fracas assourdissant, et les lumières de secours vacillèrent avant de s'éteindre complètement, plongeant la pièce dans une obscurité presque totale, seulement brisée par la lueur phosphorescente et pulsatile de l'artefact, qui semblait désormais le seul point de lumière dans ce chaos. « Qu'est-ce que c'était » demanda Antoine, sa voix brisée par la peur, le souffle court. Roch ajusta sa vision nocturne, ses yeux perçant l'obscurité. « Ennemis. Ils ont dû nous repérer. Ils sont sur nous. » Le commandant activa sa propre lampe frontale, le faisceau perçant l'obscurité. « Léa, continuez vos analyses, mais soyez prête à bouger. Roch, Antoine, opposition. On les tient à distance. On ne bouge pas tant qu'on n'a pas compris ce qu'on a ici et comment le sécuriser. » Le plan de récupération simple et direct venait de voler en éclats. La mission avait changé de nature, radicalement. Ils n'étaient plus seulement des récupérateurs, mais des gardiens d'un secret qu'ils ne comprenaient pas encore et qu'ils devaient les protéger à tout prix. Les tirs ennemis commencèrent à pleuvoir sur les murs extérieurs du bunker, des impacts sourds et réguliers qui faisaient bande vibrer le béton, un bruit infernal qui résonnait dans leurs tympans. Un moment de solidarité silencieuse s'installa entre les hommes, chacun comprenant la gravité mortelle de la situation. Le regard vide d'un camarade, le soldat Fournier, reflétait la fatigue et la peur partagée, mais aussi la détermination farouche à ne pas céder, à ne pas laisser sa mort être vaine. La perte de Fournier avait été un coup dur, une balle perdue lors de l'approche du bunker, un rappel brutal et sanglant de la fragilité de leur existence et de la constante menace de la mort. Léa, malgré le chaos assourdissant et le danger imminent, restait concentrée sur l'artefact, ses doigts dansant sur les touches de son scanner. « Commandant, les symboles, ils s'illuminent, et la fréquence d'émission, elle augmente de façon exponentielle. C'est comme s'ils réagissaient à l'environnement, à la violence, à notre présence. » Le commandant sentit une sueur froide perler sur son front, malgré le blizzard glacial qui s'infiltrait par chaque fissure. L'objet n'était pas inerte, il était vivant. D'une certaine manière, une entité réactive, et il réagissait à leur présence, à la violence qui les entourait, comme un être sensible. Les tirs se firent en plus intenses, les explosions plus proches. Roch riposta avec des rafales précises, ses balles traçantes éclairant brièvement l'obscurité. « Ils sont nombreux, commandant, beaucoup trop, on ne tiendra pas longtemps ici. » La radio grésilla soudainement, une voix hachée et déformée tentant désespérément de percer le brouillage ennemi. Commandement, zone, évacuation. Impossible. Répète, impossible. La transmission se coupa brutalement, laissant un silence assourdissant, plus terrifiant encore que le bruit des tirs, car il signifiait l'abandon. Ils étaient dos seuls, complètement seuls. Le commandant prit une décision rapide, la seule possible. « Léa, rangez votre équipement. On doit bouger, on ne peut pas défendre ça ici. On emporte l'artefact avec nous, coûte que coûte. » Léa acquiesça, déconnectant son scanner avec une rapidité mécanique. « Commandant, j'ai une dernière lecture. Les symboles, ils semblent se réorganiser, comme un langage. Et il y a une signature énergétique, c'est une forme de vie, une conscience, commandant. » Le commandant la regarda, incrédule, le souffle coupé. « Une forme de vie, une conscience ?» Roch, ayant entendu la dernière partie de la conversation, grogna, un rire amer au fond de la gorge. « Génial, on a récupéré un œuf extraterrestre, juste ce qu'il nous fallait. » L'humour noir était une des rares choses qui les maintenait parfois à flot, une soupape de sécurité dans l'horreur. Mais cette fois, il sonnait creux, dénué de toute légèreté. La réalité était bien plus étrange et terrifiante que n'importe quelle fiction ou légende. La surface de l'artefact, sous la lumière blafarde de la lampe frontale du commandant, semblait pulser doucement, les symboles s'animant d'une lueur interne comme un cœur battant. Il n'était pas seulement froid, il était vivant, d'une manière qui défiait toute compréhension. Et son poids, dans les mains du commandant, semblait avoir augmenté, comme s'il portait désormais le poids d'un secret bien plus lourd que prévu, un secret qui pourrait changer le destin de l'humanité. L'ennemi était à leur porte, leurs cris et leurs tirs se rapprochant. Le temps était compté. Ils devaient trouver un moyen de s'échapper, de comprendre ce qu'ils avaient entre les mains, et de survivre à cette nuit glaciale qui menaçait de les engloutir corps et âme. Le commandant se rappela une vieille légende militaire, celle des artefacts anciens, des objets de pouvoir qui pouvaient changer le cours des batailles, des civilisations. Il avait toujours cru que ce n'était que des histoires pour soldats, des contes de fées, pour braves.
Aujourd'hui, il tenait l'une d'elles dans ses mains. Et elle n'avait rien de légendaire. Elle était terrifiante de réalité. Les protocoles de sécurité pour la manipulation d'objets inconnus, qu'il avait mémorisés, semblaient à un bien dérisoires maintenant. Des pages blanches face à l'inconnu. Il n'y avait pas de manuel pour ça. Pas de formation. Juste l'instinct, l'expérience et la volonté de survivre. Le caporal Moreau, malgré sa fascination scientifique, avait l'air de comprendre la gravité existentielle de la situation. Elle avait vu les chiffres, les courbes, les anomalies. Elle savait que ce n'était pas un simple objet, mais une entité. Le commandant regarda Antoine, le jeune soldat qui tremblait encore, les yeux écarquillés par la peur. Il n'avait pas le luxe de la peur. Il devait être le roc, le guide, le leader inébranlable. On sort par l'arrière. Roc, couvrez-moi. Antoine, restez derrière Léa, protégez-la. On ne laisse rien derrière nous. La décision était prise, irrévocable. L'artefact, quel qu'il soit, faisait désormais partie de leur équipe, un membre silencieux et énigmatique. Et ils allaient devoir apprendre à vivre avec lui, ou à mourir pour lui. L'impact psychologique des pertes sur une unité était immense, mais la survie primait sur tout, même sur le deuil. Ils avaient un objectif, même si cet objectif était devenu une énigme mouvante et terrifiante. Les techniques de survie et de combat en environnement extrême qu'ils avaient apprises et répétées maintes fois jusqu'à l'épuisement allaient être mises à l'épreuve comme jamais auparavant, à la limite de l'endurance humaine. Le commandant sentait le froid de l'artefact se propager à travers son gant, un rappel constant et physique de sa présence. Il n'était pas seulement un objet, mais un compagnon silencieux, une entité dont le but restait un mystère insondable. Il se demandait ce que le commandement penserait de cette forme de vie qu'ils avaient même déterrée des entrailles de la terre. Les ordres étaient là clairs, récupérer l'artefact. Mais personne n'avait spécifié ce qu'il devait en faire s'il s'avérait être vivant, conscient. La question de l'éthique militaire face à l'inconnu commençait à se poser, lourde de conséquences incalculables. Mais pour l'instant, la seule éthique était la survie. Et le secret qu'il portait, un fardeau grandissant. Le commandant prit une profonde inspiration, l'air glacial brûlant ses poumons, un goût de sang dans la bouche. Il était temps de bouger, de fuir, de survivre. Une nouvelle explosion, plus proche cette fois, fit trembler le bunker jusqu'à ses fondations. Les murs fissurés laissaient dépasser des filets de neige et de glace comme des larmes gelées. Le temps était écoulé. Roch abattit le verrou rouillé de la porte de service arrière avec un coup de crosse puissant, révélant un tunnel étroit et sombre, une échappatoire incertaine. « Par ici, commandant !» cria-t-il, sa voix couverte par le fracas assourdissant des tirs et des explosions. Le commandant, l'artefact serré contre lui comme un enfant précieux et dangereux, donna l'ordre d'avancer. Léa, son sac à dos rempli d'équipements scientifiques, suivit Roch tandis qu'Antoine, les yeux écarquillés par la terreur et l'épuisement, fermait la marche, son fusil tremblant. Le tunnel était un labyrinthe de béton éventré et de ferrailles tordues, un témoignage silencieux et glaçant de la violence des combats passés. Le froid s'intensifiait, le vent hurlant à travers les conduits éventrés, un chant funèbre. L'artefact pulsait plus fort, sa lumière interne s'intensifiant, éclairant leur chemin d'une lueur étrange et irréelle, presque hypnotique. Il semblait les guider, ou peut-être réagissait-il à leur désespoir, à leur volonté farouche de survivre. Un tir retentit derrière eux, suivi d'un cri étouffé. Antoine trébucha, mais Roch le rattrapa juste à temps, le poussant en avant avec une force brute. « Continuez !» hurla le sergent, se retournant pour riposter, le regard dur comme l'acier. Le commandant sentit le poids d'arceau de l'artefact dans ses mains, étrangement froid et pourtant si puissant. Il était devenu le centre de leur univers, la raison de leur survie, et la source de leur plus grande peur, une peur primale de l'inconnu. Chaque pas les enfonçait plus profondément dans l'inconnu, vers un destin incertain. Ils coururent, le souffle court et les poumons brûlants, à travers le dédale de tunnels, les bruits de la bataille s'estompant peu à peu derrière eux, remplacés par le sifflement aigu du vent et le craquement régulier de la neige sous leurs bottes. Le tunnel s'ouvrait finalement sur une crevasse rocheuse, dissimulée par des congères immenses, comme une blessure dans le flanc de la montagne. Le blizzard les accueillit avec une force renouvelée, cinglant leurs visages et obscurcissant leur vision déjà limitée. L'artefact, toujours pulsant, semblait les protéger du froid le plus intense, créant une bulle de chaleur ténue et mystérieuse autour d'eux, une oasis éphémère dans la tempête. Ils étaient prêts et sortis, mais ils n'étaient pas en sécurité. L'ennemi les cherchait, et ils portaient désormais un fardeau dont ils ne comprenaient pas la véritable nature, ni les implications.
Léa, épuisée, s'effondra un instant contre une paroi rocheuse, son regard fixé sur l'objet avec une intensité fiévreuse. C'est plus qu'un simple objet, commandant. C'est une conscience, une entité qui nous a choisis. Le commandant regarda l'artefact, puis ses hommes. Leurs visages étaient marqués par la fatigue, la peur et la perte, mais il y avait aussi une lueur de détermination farouche dans leurs yeux, une volonté de comprendre et de survivre. Ils avaient survécu à l'impossible. Et maintenant, ils devaient faire face à l'inconnu, à cette nouvelle réalité qui redéfinissait tout ce qu'ils croyaient tant savoir. Il se rappela le souvenir d'une formation sur des objets non identifiés qui semblaient dérisoires face à la réalité terrifiante qu'ils vivaient. Mais le monde avait changé, irrémédiablement. Et ils étaient au cœur de ce changement, les témoins et les acteurs d'une nouvelle ère. Alors que l'unité s'enfonçait plus profondément dans la tempête hurlante, l'artefact pulsait doucement, comme un cœur lointain, un battement de vie au milieu du chaos. Des signes troublants indiquaient que leur mission avait des implications bien plus vastes et dangereuses que prévues, remettant en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur la guerre, sur la vie, sur l'univers. La nuit était loin d'être terminée, et avec elle le mystère qu'ils portaient en un fardeau grandissant à chaque pas dans l'obscurité. La transmission radio hachée, porteuse d'une information cruciale mais incomplète, était devenue le bruit de fond de leur isolement. Chaque mot perdu dans le grésillement renforçait la sensation d'être des pions lâchés sur un échiquier gelé, loin de toute directive claire. L'artefact, sécurisé tant bien que mal dans un abri de fortune, pulsait d'une lumière faible mais insistante, comme un cœur endormi qui commençait à s'éveiller. Sa présence était devenue le centre de toutes les attentions, de toutes les angoisses. Le commandant, le visage creusé par la fatigue et l'incertitude, tentait de déchiffrer les ordres fragmentés qui parvenaient parfois de la base. Évacuation, priorité, artefact. Les mots se perdaient dans le vacarme du blizzard et les interférences. Le caporal Moreau, penché sur ses écrans, ses doigts agiles cherchant une fréquence plus stable, secouait la tête. Rien de clair, commandant. On dirait qu'ils ne savent pas quoi faire de nous, ni de ça. Elle désignait l'artefact d'un geste las. Le sergent Dubois, lui, n'avait pas besoin de mots. Son regard scrutait les visages de ces hommes, cherchant les fissures dans leur détermination, les signes de la peur qui s'insinuaient. La perte du soldat Antoine, quelques heures auparavant, avait laissé une marque indélébile. Un simple tir de mortier, une erreur de positionnement, et le jeune homme, à peine sorti de l'entraînement, avait rejoint la longue liste des anonymes tombés au combat. Cette réalité brutale ramenait chacun à l'essentiel, la survie et le poids de chaque décision. La nature de l'artefact commençait à se révéler de manière inquiétante. Moreau avait réussi à capter des ondes inhabituelles émanant de l'objet, des fréquences qui ne correspondaient à rien de connu. Ce n'est pas juste un objet, commandant. C'est actif. Il réagit à notre présence, à nos pensées peut-être. Ces mots étaient prononcés à voix basse, presque avec révérence, un mélange de fascination et d'inquiétude. Le sergent Dubois, pragmatique, avait vu les effets de l'artefact sur le terrain, des phénomènes étranges, des variations de température soudaines et même, pour certains, des visions fugaces. Il avait fait part de ses doutes. On devrait le détruire, commandant. C'est une boîte de Pandore. On ne sait pas ce que ça peut faire si ça tombe entre de mauvaises mains ou même entre les nôtres. Le débat avait éclaté, inévitable et vif. D'un côté, Dubois, soutenu par quelques soldats marqués par l'incident récent, plaidait pour l'anéantissement de l'objet. Sa voix était très grave, empreinte de l'expérience du terrain. On est des soldats, pas des scientifiques. Notre mission est de neutraliser les menaces, pas d'en créer de nouvelles. De l'autre, Moreau, dont la curiosité scientifique était piquée au vif, voyait dans l'artefact un potentiel inouï. Son ton était passionné, presque suppliant. Imaginez les avancées si on pouvait comprendre ça. Ça pourrait changer le cours de la guerre, de l'humanité. Le commandant écoutait, le front plissé, sentant la cohésion de son unité se fissurer sous le poids de l'inconnu. Il se souvenait d'une discussion lors d'une formation sur les objets non identifiés où l'instructeur avait insisté sur la nécessité de ne pas céder à la panique, mais aussi de ne pas sous-estimer l'inconnu. Ces mots résonnaient désormais avec une acuité douloureuse. Le froid mordant qui s'infiltrait, même à l'intérieur de l'abri de fortune, rappelait la vulnérabilité de l'unité. Les réserves diminuant, les corps étaient tout épuisés et l'ennemi se rapprochait. Des patrouilles avaient été signalées à quelques kilomètres seulement. La pression était immense. Le commandant se retrouvait seul avec sa conscience, tiraillé entre son devoir de protéger ses hommes et l'impératif de la mission.
Livrer un tel pouvoir, c'était risquer de le voir utilisé à des fins destructrices. Le détruire, c'était peut-être priver le monde d'une avancée capitale. Le silence tendu après une révélation sur l'artefact, chacun mesurant les implications, était devenu insoutenable. Un soldat, à bout de nerfs, avait frappé le mur de l'abri, un geste de colère et de désespoir qui résonnait dans le petit espace. La situation était intenable. La base semblait aussi perdue qu'eux, incapable de fournir une direction claire. Le commandant savait qu'il ne pouvait plus attendre. La décision devait venir de lui et de lui seul. Il se remémorait une conversation avec un ancien camarade, un vétéran qui lui avait dit un jour « Dans le feu de l'action, le bon choix n'est pas toujours le plus évident, mais celui que tu peux assumer jusqu'à la fin de tes jours. » Ces mots pesaient lourdement sur ses épaules. Le bruit lointain des véhicules ennemis, se rapprochant inexorablement, brisa le silence pesant. Plus de doute possible, ils étaient encerclés. Le temps des débats était révolu. Le commandant leva les yeux, croisant le regard de Dubois puis de Moreau. Il inspira profondément, le souffle de la décision gelant dans sa gorge. Un silence lourd s'installa, chacun retenant son souffle. « Sergent, préparez les charges. Caporal, vos analyses, qu'elles soient hantées, soient complètes ou non, ne nous donnent pas de certitude sur l'utilisation de cet objet. Nous ne pouvons pas prendre le risque. » Sa voix était ferme, résolue, sans appel. « Nous détruisons l'artefact. » Un murmure parcourut l'unité. Dubois hocha la tête, un soulagement à peine perceptible sur son visage buriné. Moreau, les épaules affaissées, détourna le regard, la déception visible. Mais la discipline reprit le dessus. Les ordres étaient des ordres. Le commandant, malgré la difficulté de la décision, savait que c'était la seule voie pour protéger ce qui restait de son unité, et, potentiellement, d'éviter une catastrophe plus grande. L'ennemi était là, à leur porte, et il devait agir vite. Il se tourna vers ses hommes, les yeux fixés sur chacun d'eux. On a une mission et on la terminera. Ensemble. Les charges explosives furent mises en place autour de l'artefact, un objet dont la beauté étrange contrastait avec la violence imminente de sa destruction. Les soldats se positionnèrent, leurs armes prêtes, le cœur battant au rythme des moteurs ennemis qui se faisaient de plus en plus distinctes. Le compte à rebours commença, chaque seconde s'étirant à l'infini. Le commandant regardait l'artefact une dernière fois, se demandant s'il avait fait le bon choix, si cette décision allait les sauver ou les condamner. Le poids de cette interrogation resterait gravé en lui pour toujours. L'explosion fut assourdissante, un rugissement de tonnerre qui secoua l'abri, projetant des débris de glace et de roches. L'artefact fut réduit en poussière, libérant une dernière impulsion d'énergie qui fit vaciller les lumières de l'abri avant de s'éteindre dans un silence contrastant, oppressant. Le danger immédiat de l'objet était écarté, mais la menace ennemie, elle, était bien réelle et palpable. Avec l'ennemi qui se rapprochait et les divisions qui avaient menacé de briser l'unité, le moment de la décision finale était passé. Le choix avait été fait, l'artefact n'était plus. Mais cette destruction, aussi nécessaire fût-elle, laissait un vide, un secret lourd à porter. L'unité devait maintenant faire face aux conséquences de son acte, à la fois sur le champ de bataille et, plus profondément, dans les cœurs et les esprits de ceux qui avaient été témoins de l'inconnu. La survie était la priorité, mais le souvenir de ce qu'ils avaient détruit et de ce que cela aurait pu être allait les hanter bien au-delà de ce champ de bataille gelé. Le regard vide d'un camarade, reflet de la fatigue et de la peur partagée, mais aussi d'une détermination nouvelle. C'était le regard du caporal Moreau, fixant le commandant, attendant sa décision. L'air était lourd, saturé de poudre et de la promesse d'une confrontation inévitable. Le blizzard, un instant apaisé, reprenait de plus belle, comme pour souligner l'urgence de la situation. Le sifflement du vent se mêlait aux pensées tourbillonnantes du commandant, chaque option pesant un poids insoutenable. Les ordres du haut commandement étaient clairs, sécuriser l'artefact, coûte que coûte. Mais la réalité sur le terrain était bien plus complexe. Ce n'était pas un simple objet de guerre. C'était une énigme, une force capable de redéfinir la guerre, voire l'humanité. L'ennemi se rapprochait, leurs véhicules blindés traçaient d'accent des sillons sombres dans la neige, et chaque seconde rendait la situation plus précaire. Le commandant avait réuni son équipe dans l'abri de fortune qu'ils avaient aménagé, la lumière vacillante d'une lampe de poche projetant des ombres dansantes sur leurs visages tendus. Le sergent Dubois, Roch, avait les mains couvertes de cambouis, son fusil posé à côté de lui, prêt à l'action. Le caporal Moreau, les yeux rivés sur les données qu'elle avait extraites de l'artefact, semblait à la fois fasciné et terrifié. Antoine, la jeune recrue, tremblait légèrement, non pas de froid, mais de la peur palpable qui émanait de l'objet au centre de leur discussion.
On ne peut pas le laisser tomber entre de mauvaises mains, avait dit Dubois, sa voix rocailleuse brisant le silence. C'est trop dangereux. Moreau avait secoué la tête. Mais son potentiel, imaginez ce que l'on pourrait apprendre. Ce n'est pas une arme, commandant, c'est une clé. Le débat faisait rage depuis des heures, les arguments s'entrechoquant, reflétant les profondes divisions au sein de l'unité. Le commandant écoutait, pesant chaque mot, chaque conviction. Il se souvenait des protocoles de sécurité pour la manipulation d'objets inconnus, des formations sur les armes non conventionnelles. Aucune d'elles ne préparait à cela. L'artefact pulsait doucement, une lumière interne émanant de ses facettes complexes, comme un cœur battant au ralenti. Il avait vu ce qu'il pouvait faire. Des distorsions spatio-temporelles mineures, des interférences électromagnétiques massives et la capacité de manipuler la matière à un niveau fondamental. C'était un pouvoir qui dépassait l'entendement humain. Les communications avec le QG étaient bien sporadiques, hachées par la tempête et les brouillages ennemis. Les dernières directives étaient ambiguës, un mélange de prudence et d'impératifs stratégiques. Prenez la meilleure décision pour l'unité et la mission, avait fini par dire le colonel avant que la ligne ne coupe définitivement. La meilleure décision. Mais laquelle ? Détruire l'artefact, c'était ignorer un potentiel inouï, peut-être une chance de changer le cours de la guerre, ou même de l'humanité. Le livrer, c'était risquer qu'il soit utilisé à des fins destructrices, qu'il tombe entre les mains de ceux qui ne verraient en lui qu'un outil de domination. Le commandant se rappela une discussion avec un vétéran, bien avant cette mission. « Écoute ça !» La vraie bravoure, ce n'est pas de charger l'ennemi, c'est de faire le bon choix quand personne ne te regarde, quand personne ne saura jamais ce que tu as sacrifié. Le bruit lointain des véhicules ennemis se rapprochait inexorablement, la neige étouffant à peine le grondement des moteurs. Il n'y avait plus de temps pour l'hésitation. Le froid mordant s'infiltrait, même à l'intérieur de l'abri, rappelant leur vulnérabilité, leur isolement. Le commandant leva les yeux et balaya du regard les visages de son équipe, chacun portant le poids de cette mission sur ses épaules. Il y avait la peur, la fatigue, mais aussi une confiance inébranlable dans sa capacité à les guider. Il devait choisir et il devait assumer les conséquences. Le tonnerre des explosions secoua l'abri. L'ennemi était là. Le commandant prit une profonde inspiration. « Sergent Dubois, préparez les charges. » Un soupir de soulagement teinté de regret traversa l'équipe. Dubois hocha la tête, sans un mot, et commença à installer les explosifs autour de l'artefact. Moreau, les yeux brillants de larmes, ne dit rien, mais son regard trahissait une profonde tristesse. Antoine, lui, semblait soulagé, la tension s'échappant de ses épaules. L'artefact pulsait plus fort, comme s'il sentait son destin. Le commandant donna des ordres rapides. « Moreau, couvrez-nous. Antoine, avec Dubois. On se replie après la détonation. » Il sortit de l'abri, son fusil à la main, pour coordonner la défense. Le combat fut bref et brutal. Les soldats ennemis, surpris par la résistance acharnée de l'unité, subirent de lourdes pertes. Mais ils étaient un des trop nombreux. Une grenade explosa près de l'abri, le faisant s'effondrer partiellement. Le commandant vit Dubois et Antoine sortir en courant, la charge activée. Moreau tirait des rafales précises, couvrant leur retraite. Le sifflement du vent se mêlait aux tirs. L'artefact était sur le point d'être détruit. Le commandant donna l'ordre de repli, le cœur serré. Il jeta un dernier regard à l'abri, au point lumineux qui brillait encore à l'intérieur. Puis une détonation assourdissante. Une lumière aveuglante, un souffle chaud qui les projeta en avant, et un silence soudain seulement brisé par le craquement de la neige sous leurs bottes. L'artefact n'était plus. Le commandant ne savait pas si c'était le bon choix, mais c'était le leur. Le coup était élevé. Des hommes perdus, un potentiel inconnu anéanti, et un secret lourd à porter. Le retour fut une marche silencieuse, à travers le paysage dévasté, les survivants marqués à jamais par ce qu'ils avaient en vue et fait. Pas de victoire, pas de défaite, juste le poids d'une décision. Le débriefing fut bref, stérile. Les rapports officiels parlèrent d'une mission de reconnaissance et de destruction d'une installation ennemie. L'artefact, son existence même, fut effacé des registres. Les survivants de l'unité furent dispersés, chacun portant son fardeau en silence. Le commandant fut promu, mais le regard vide d'un camarade, le souvenir de l'éclat de l'artefact avant sa destruction, le hantait. Il savait que la guerre ne se gagnait pas toujours sur le champ de bataille, mais dans les choix impossibles, dans les sacrifices invisibles. Le sergent Dubois, plus taiseux que jamais, continua à servir, son sens du devoir inébranlable, mais avec une ombre dans les yeux. Le caporal Moreau, elle, quitta l'armée peu après, incapable de concilier la destruction de l'artefact avec sa soif de connaissance.
Antoine, le jeune soldat, devint un homme ce jour-là, portant les cicatrices invisibles de cette mission. Il avait appris la dure réalité de la guerre. L'héroïsme est souvent un fardeau, et la vérité une chose trop dangereuse à partager. Le secret de l'artefact devint leur héritage, un fardeau partagé qui les liait au-delà des mots. Ils étaient les gardiens d'une vérité que le monde n'était pas prêt à entendre, une vérité qui aurait pu changer le cours de l'histoire, mais qui fut enterrée sous la neige et le silence. Ils avaient choisi de protéger l'humanité de son propre potentiel, de ses propres faiblesses. Mais à quel prix? Le vent qui siffle, emportant les échos des événements passés, semblait murmurer la question sans réponse. Les survivants de l'unité retournent du front, marqués à jamais par les choix qu'ils ont faits et le secret qu'ils portent. Leurs histoires, murmurées à voix basse ou enfouies au plus profond d'eux-mêmes, sont autant de rappels que la guerre est cette fête de dilemmes moraux, de sacrifices silencieux et de la complexité de l'éthique militaire face à l'inconnu. Leur destin, désormais lié par ce secret, continue de se dérouler, chacun témoin d'un événement qui a failli redéfinir le monde, laissant l'auditeur méditer sur le véritable coût de la guerre et la nature du pouvoir. Même dans les situations les plus extrêmes et au cœur des conflits les plus complexes, les choix humains, guidés par la conscience et la réalité des conséquences, sont les véritables vecteurs de l'histoire, révélant la fragilité de la paix et la complexité de l'éthique militaire face à l'inconnu. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très bientôt.